J'ai signé les papiers de l'héritage et ma mère a bloqué mon numéro le jour même. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir, elle a attendu que je légalise tout en mon nom, puis elle m'a jetée comme si j'étais une ordure. Je m'appelle Nathalie. J'ai 42 ans, je suis avocate, je travaille en droit civil, je gagne bien ma vie, je vis seule, discrètement. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Ma mère, Rosaire, a toujours été cette femme dans le besoin, une veuve qui avait fait des sacrifices, comme elle le répétait chaque semaine au dîner. J'ai cru. Pendant 20 ans, j'ai cru. J'ai payé ses études, son crédit pour l'appartement, les opérations qu'elle prétendait devoir faire. Je l'ai fait parce que je l'aimais. Parce que c'était ma mère. Mais le jour où elle m'a demandé de mettre l'héritage de mon grand-père en son nom, un terrain qui valait 800 000 euros, c'est là que j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas de la colère. C'était du froid. Clinique. Un déclic si net que j'ai littéralement entendu mon propre silence. J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu « Parce que maintenant tu peux le faire. Parce que tu as des responsabilités. Parce que tu ne m'as jamais rien donné de vrai. » J'ai signé. J'ai tout remis. Et quand j'ai rendu les documents la semaine suivante, elle m'a bloqué partout. Mon numéro, mon WhatsApp, mon Instagram. Comme si j'étais morte. À ce moment-là, j'ai compris, je n'avais jamais été une fille. J'avais été un distributeur automatique avec un diplôme. Mais l'héritage n'était que le début. Parce qu'entre la signature des papiers et le moment où elle m'a bloqué, il y a eu 3 mois. 3 mois de masque de normalité. Elle continuait à appeler. Elle me demandait de venir dîner, de payer la facture du salon, de signer encore quelques documents, juste une procuration, ma chérie, rien de grave. J'y allais. Non pas parce que je croyais encore, mais parce que j'avais besoin d'observer. Parce que je sentais que quelque chose clochait dans ces chiffres. Rosaire avait un frère, Thierry. Il n'avait jamais été proche de moi, cet oncle qui apparaissait aux anniversaires avec une accolade tiède et partait tôt. Mais après que l'héritage est tombé, il était chez elle chaque semaine. Apportant du vin, riant fort, me touchant les cheveux comme si on était encore en 1998. Ma mère lui servait le thé pendant que je faisais la vaisselle. Je remarquais. Je ne commentais pas. Je remarquais simplement. Un jour, elle m'a demandé d'approuver la vente d'une partie du terrain. J'ai demandé à qui. Elle a répondu à ton oncle. Mais ce n'était pas une vente. C'était une donation. J'ai vu les documents. Il paierait un montant minimal, symbolique, et le reste était un transfert familial. Ma mère utilisait ce mot avec un naturel qui me glaçait. Familial. Comme si famille était synonyme d'arnaque amateur. Et il y avait autre chose. Des dettes sur la carte bancaire. Des achats dans des boutiques de luxe où elle n'aurait jamais mis les pieds. Une assurance qu'elle avait souscrite en mon nom sans ma signature, je l'ai appris par hasard en appelant la banque. Tout enregistré. Tout pensé. Ce n'était pas du désespoir. C'était de l'organisation. De la planification. Elle construisait quelque chose et je posais les fondations de mes propres mains. Le jour de la confrontation, elle n'a plus fait semblant. On était dans sa cuisine. J'avais préparé un déjeuner, un gratin dauphinois, une salade, un jus. Elle est Thierry. Et pendant que je servais, il a commencé « Nathalie, ta mère a tellement sacrifié pour toi. Il est temps qu'elle respire. » Et elle a simplement acquiescé. Respirer. Comme si respirer était synonyme de me vider. Puis, plus direct, tu as déjà ta vie bien établie. Ton appartement. Ta voiture. Ta carrière. Ta mère n'a rien. On essaie de la sortir de là. Et alors elle a parlé, ma mère a parlé, en me regardant droit dans les yeux, on a besoin que tu signes une cession de droit sur le reste du terrain pour moi et ton oncle. Tu aimes ta mère, n'est-ce pas? L'amour comme monnaie d'échange. L'amour comme chantage. J'ai posé le plat de gratin sur la table. Je me suis assise. Et j'ai souri. Un sourire si froid que même Thierry l'a senti. J'ai besoin d'en parler avec un spécialiste, ai-je dit.
J'ai besoin de mieux comprendre ce transfert. Elle s'est crispée. Pourquoi? Tu es avocate. Tu sais que c'est familial. J'ai respiré. Exactement pour ça. Parce que je suis avocate, je vais faire ça dans les règles. Je vais vous envoyer un email à tous les deux, avec toutes les orientations légales, pour protéger les trois. Elle n'était pas contente. Mais elle a accepté. Après leur départ, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai rangé la vaisselle. J'ai essuyé le plan de travail. J'ai passé un chiffon sur ces meubles comme si c'était aussi ma responsabilité. Et quand j'ai terminé, j'ai pris les documents qu'elle avait laissés sur la table du salon, cette table en verre que mon grand-père avait payée en 1993, toujours là, comme un monument au sacrifice qu'elle n'avait jamais cessé de facturer. Mon cœur s'emballait. Les mains froides. Dans ce dossier se trouvait la cession de droit. Une procuration étendue. Un papier qui, si je le signais, leur transférerait à elle et à Thierry 55% de ce qui restait. Ils avaient marqué au stylo. Ma place. Ma signature. Comme s'ils savaient déjà que je dirais oui. C'est comme ça qu'ils me voient. Comme une machine. Comme quelqu'un qui dit oui. Je me suis souvenu de mes 17 ans. Elle était entrée dans ma chambre au milieu de la nuit, m'avait réveillée de mon sommeil et avait demandé ma carte bancaire parce qu'elle avait besoin de 100 € pour payer une facture. Je l'avais donnée. Je m'étais réveillée, confuse, la main tremblante, mais je l'avais donnée. Elle en avait utilisé 2 cents. Le mois suivant, j'avais payé pour elle sans me plaindre, parce que se plaindre c'était être ingrate. C'était être une mauvaise fille. C'était être comme mon père égoïste, absent, incapable d'aimer. Elle avait planté ça en moi avec une précision chirurgicale. Que aimer c'était souffrir. Que le sacrifice était la monnaie de l'amour. J'ai pris le stylo. Ma main a touché le premier espace vide. Et alors c'est venu. Une image. Elle lors de ma cérémonie de remise de diplôme. Moi avec mon diplôme. Et elle qui se tournait vers une tante, cette même tante qui n'apparaissait que quand il y avait un héritage en jeu et qui disait « Elle n'y est arrivée que grâce à moi. C'est moi qui ai tout payé. Mon diplôme. Mon effort. Mon travail nocturne comme stagiaire. Tout transformé en son sacrifice. Tout ce que j'étais, réduit à une dette qui ne serait jamais remboursée. » J'ai baissé le stylo. Je n'ai pas signé ces papiers. J'en ai signé d'autres. J'ai gardé les siens. Et j'ai envoyé un email d'avocate à famille informant que j'avais détecté des irrégularités, que j'avais besoin d'enquêter avant tout transfert, que j'en envoyais une copie au notaire, que c'était un protocole, que c'était pour protéger les trois, comme je l'avais dit dans la cuisine. L'email était poli, froid, professionnel, sans dire non, ajournant simplement tout indéfiniment. Puis le silence de sa maison pendant que je partais, le silence de ma voiture, le silence que j'allais devoir porter à partir de ce moment-là. Parce que j'avais franchi une ligne. J'avais cessé d'être une fille et j'avais commencé à être une adversaire. Je me suis réveillée le lendemain comme si j'étais morte. Ce n'est pas une métaphore. Je me suis réveillée et le corps qui était là dans le lit n'était plus le mien, c'était simplement un instrument qui se mouvait avec précision. J'ai ouvert les rideaux. La lumière est entrée. Pas de culpabilité. Ça m'a effrayée plus que n'importe quoi. J'attendais de ressentir le poids, cet inconfort que toute femme élevée comme moi ressent quand elle transgresse. Rien. Juste du soulagement. Un soulagement si profond qu'il fait mal. Ce que j'avais fait la nuit précédente n'était pas une erreur. C'était une libération. Mon téléphone a vibré pendant que je prenais mon café. C'était elle. Ma chérie, tu vas bien? Ça fait 2 jours que tu n'appelles pas, 2 jours. Comme si on ne s'était pas vu dans sa cuisine, comme si on n'avait pas échangé des mots sur l'amour et le sacrifice. J'ai répondu vite, je vais bien, maman. Juste occupée avec un dossier important au cabinet. Mais je passerai en fin de semaine. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de tout maintenir normal pendant que l'email pourrissait dans sa boîte de réception,
dans cet endroit où les mauvaises choses attendent une réaction. Je suis allée au cabinet et j'ai fait semblant de travailler. J'ai relu un bail, signé un avis, répondu à des emails sans vraiment les lire. Mon associée, Florence, a commenté « Tu es bizarre aujourd'hui ». Tout va bien? J'ai souri. Tout va très bien. Même mieux. J'ai ressenti une clarté qui me manquait. Elle a ri, je n'y crois pas. Tu fréquentes quelqu'un? J'ai juste hoché la tête. C'était plus facile de la laisser penser à l'amour romantique qu'à l'amour pour moi-même. En fin de semaine, je suis allée chez ma mère comme convenu. J'ai apporté un gâteau acheté à la boulangerie en faisant semblant de l'avoir fait. Elle a ouvert la porte avec ce sourire, le sourire que je connaissais depuis toute petite, celui qui disait « Tu me dois quelque chose ». Mon oncle était là aussi. Naturellement. Comme un meuble. On a pris le café dans le salon. Il riait. Il parlait de la possibilité de vendre sa maison dans 1 an et de déménager dans une meilleure résidence. Avec le transfert qui arrive, on va y arriver. Il disait ces choses comme si elles s'étaient déjà produites. Comme si cet argent qui était le mien, que mon grand-père avait laissé, était déjà dans leur poche. Je mordais simplement dans le gâteau. Je buvais simplement mon café. Je souriais simplement. Et le pire, l'absolument pire, c'est quand mon oncle s'est tourné vers moi et a dit « Nathalie, tu es une fille en or. Ta mère va enfin avoir la vie qu'elle mérite. » Ma mère a posé la main sur son bras, comme si c'était le plus grand compliment qu'elle aurait jamais entendu de toute sa vie. Et j'ai souri. Un sourire que j'ai maintenu ferme, immobile, comme du verre. Parce que je savais déjà ce qui approchait. Je savais déjà que le notaire allait notifier l'enquête pour irrégularité. Je savais déjà que ces documents n'étaient pas valides. Je savais déjà que son silence serait brisé bientôt, et ce ne serait pas avec des numéros bloqués. Ce serait avec des avocats. Ce serait avec des procédures. Ce serait avec la vérité. Elle était un boucher qui comptait ses plans à une brebis qui avait déjà vu le couteau. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation. Un dîner de gala d'un client, le genre d'événement où l'on va parce que c'est bon pour les affaires, parce qu'on a besoin de maintenir une image professionnelle impeccable. Ma mère n'allait pas y être, bien sûr. Mais Thierry allait y être. Il était associé d'une petite société de conseil qui fréquentait les mêmes cercles que moi. Je me maquillais quand il a envoyé un message à ma mère. Elle me l'a transféré comme si c'était naturel, comme s'il avait le droit de demander quoi que ce soit par son intermédiaire. Dis à ta fille de parler avec le notaire? Parce que j'ai reçu une notification bizarre. Je pense que c'est un spam. Mon cœur s'est accéléré. Mais mes mains n'ont pas tremblé. J'ai appliqué l'eyeliner avec la même précision que toujours. Et j'ai répondu dans le groupe, du spam en effet. Ces services de notariat frauduleux sont courants. Je peux regarder après si vous voulez, oncle. Je suis arrivée au dîner avec une robe noire qui coûte ce que ma mère gagne en 3 mois. Tout le monde me connaissait comme l'avocate froide, précise, intelligente. Personne ne savait que j'étais aussi une femme vivant dans 2 mondes ici, avec un verre de vin rouge à la main, à parler de marché et de négociation, et chez moi, avec un stylo à la main, à documenter chacun de leurs mouvements à travers des emails chiffrés à moi-même. Thierry m'a vu et s'est dirigé vers moi. Cette accolade tiède qui portait maintenant de l'intention. Nathalie, comme tu es belle. Ta mère est tellement inquiète pour toi. Tu travailles trop? J'ai maintenu le sourire. Professionnel. Glacial. J'adore être occupée, oncle. C'est comme ça qu'on se sent vivante. Il arrive ce rire que je reconnaissais maintenant comme le rire de quelqu'un qui croit avoir du pouvoir. C'est vrai. D'ailleurs, cette histoire de notaire que tu vas régler, tu veux parler à mon avocat? Il est très bon. Mon estomac s'est contracté. Mais mon visage n'a pas bougé. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est déjà réglé. Mais merci de ta sollicitude, oncle. Il m'a regardé d'une façon que je n'ai pas aimée. Une façon qui disait « Je sais que tu manigances quelque chose ». Mais il croyait encore que j'étais prévisible. Que j'allais reculer. Que ce diplôme d'avocate n'était qu'un ornement à mon poignet, sans pouvoir réel.
Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti pour la première fois quelque chose de dangereux, le goût de l'adrénaline. Ce n'était pas de la peur, c'était du plaisir. Un plaisir qui m'effrayait davantage que n'importe quelle culpabilité ne l'aurait fait. 4 jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon cabinet, sans prévenir. Elle est simplement entrée, cette femme qui m'avait bloquée partout des mois auparavant envahissait maintenant mon espace professionnel comme si elle en avait le droit. Florence m'a regardée avec cette expression de C'est qui cette femme et je savais déjà. J'avais déjà répété. C'est ma mère. Attends-moi un instant. Je l'ai emmenée dans la salle de conférence. La même salle où je révise des actes de succession, où je documente des vols, où je protège des gens. Ma mère s'est assise et a commencé. Ma chérie, tu dois arrêter avec cette histoire d'enquête. Ton oncle est très inquiet. On est de la famille. Tu ne me fais pas confiance? La confiance. Ce mot encore. J'ai posé les mains sur la table. Ferme. Maman, tu sais qu'en tant qu'avocate, j'ai une responsabilité fiduciaire. Je ne peux pas accélérer des transferts quand il y a des signes d'irrégularité. C'est la loi. C'est la déontologie professionnelle. Elle s'est penchée. Ses yeux qui m'avaient élevée, qui me punissaient avec le silence, se sont nouillés. Tu sacrifies ta mère pour un travail? Pour de l'argent? Et là, dans cette salle aux parois vitrées qui laissait tout le cabinet nous observer, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti le champ de mine sous mes pieds. Parce que si elle criait maintenant, si elle disait que je la volais, qui croirait ma version? J'étais la fille qui ne signait pas les documents. J'étais la fille qui enquêtait sur sa mère. J'étais, pour n'importe quelle personne innocente qui entendrait, une méchante. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur. C'était de savoir qu'elle allait se mettre en mouvement bientôt. Que le notaire allait exiger des explications. Que ces documents n'avaient aucune valeur légale. Que dans moins de 6 mois, tout ça lui reviendrait dessus comme une vague. Elle s'est levée et a dit, avant de sortir, « Tu es exactement comme ton père. Égoïste. Froide. Incapable d'aimer. » J'ai fermé les yeux quand elle a dit ça. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai été d'accord avec elle. Oui, j'étais froide. Oui, j'étais incapable d'aimer de la façon qu'elle attendait. Mais j'étais aussi incapable de laisser qu'on me vole encore. Elle est sortie. Et je suis retournée à mon bureau comme si absolument rien ne s'était passé. Mon téléphone a sonné le mardi soir. C'était Thierry. Nathalie, pourquoi la plateforme bancaire est bloquée? Mon mot de passe n'entre plus dans aucun compte. Mon estomac s'est emballé, mais ma voix est sortie toute tranquille. C'est bizarre, oncle. Ça peut être une mise à jour de sécurité. Tu as essayé de récupérer le mot de passe? Il a respiré profondément. Ta mère est là avec moi maintenant. On a essayé d'accéder à tout le placement, le fonds d'héritage, la procuration que tu as signée. Rien ne fonctionne. C'était son bluff. Le bluff de quelqu'un qui croit encore pouvoir intimider avec une grosse voix. Ah, voilà pourquoi. J'ai marqué une courte pause. Chirurgicale. J'ai envoyé un avis à la banque. Il y avait des mouvements suspects. J'ai tout bloqué jusqu'à la fin de l'enquête. C'est exactement le protocole que j'avais mentionné dans l'email que vous avez reçu. Il est resté silencieux. Ce silence qui dit tout. Tu nous bloques, a-t-il demandé. Et là, à cet instant, je lui ai permis d'entendre la glace dans ma voix. Je protège le patrimoine, oncle. Exactement comme une fille responsable devrait le faire. J'ai raccroché. Simplement. Mon cœur accéléré, mais les mains sèches comme toujours. Ma mère a appelé 20 minutes plus tard. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Qu'est-ce que tu as fait avec nos comptes? Pourquoi tu nous voles? Voler. Quel mot intéressant. Maman, il n'y a pas de vol. Il y a une enquête. Parce que si tu regardes le relevé, et tu peux le regarder, tu en as le droit, tu vas voir des virements que tu n'as pas autorisés en ton nom. Elle a crié. Ce cri d'une femme qui sent le sol disparaître sous ses pieds.
Tu as toujours été une fille ingrate. Une mauvaise fille. Ton père avait raison sur toi. J'ai raccroché à nouveau. Parce que si je laissais ça continuer, quelque chose en moi allait se briser et j'avais encore besoin d'être entière. Je savais que ce n'était pas la fin. C'était juste le début de leur chute. Le jeudi, j'ai reçu un email d'un acheteur. Celui que Rosaire et Thierry avaient mentionné, le type qui allait acheter sa maison de façon réorganisée pour qu'il reçoive de l'argent liquide. Il écrivait « Je suis au notaire. L'huissier a les documents de transfert. Votre mère n'a pas répondu. Vous souhaitez poursuivre l'opération ou je peux remettre dans le système ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé attendre. J'ai laissé l'huissier attendre. J'ai laissé tout bloqué dans un endroit où personne ne pouvait toucher à rien. Ce soir-là, ma mère a de nouveau fait irruption dans mon cabinet. Mais cette fois pas seule. Thierry était là. Et tous les deux paraissaient vivants d'une façon que je n'avais jamais vue. De la colère. De la pure panique déguisée en colère. Tu as bloqué notre accès au fonds. Tu as annulé la vente. Tu nous sabotas. Il pointait le doigt. Je me contentais de regarder. Je respecte la loi, oncle. Elle a crié, la loi. Tu veux parler de loi? Parce que je vais te poursuivre pour détournement de fonds. Tu es ma fille. Tu ne peux pas me faire ça. Je me suis levée. J'ai posé les mains sur la table. Et j'ai souri de cette façon que j'avais apprise, froide, nette, comme du verre qui coupe la lumière. Vous pensiez être les seuls à planifier. Les seuls à penser en avance. Mais j'ai la documentation de tous les virements irréguliers. J'ai une copie de chaque signature falsifiée. J'ai l'enregistrement de la date et de l'heure de chaque email, chaque message, chaque menace. Elle a cligné des yeux. Il est devenu blanc. Et quand le notaire aura terminé son enquête, ce qui va prendre moins de 48 heures, il devra tout remettre à la police. Pas à moi. À eux. Thierry est sorti de la salle. Littéralement sorti en reculant, comme s'il voyait un fantôme. Ma mère est restée. Ma fille, a-t-elle chuchoté. Ce mot comme un dernier souffle. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. C'est déjà fait, ai-je dit. Et la porte s'est refermée derrière elle comme un cercueil. Je suis dans la salle de bain de mon appartement maintenant. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer depuis 47 minutes. Ma mère, mon oncle, des numéros que je ne reconnais pas, des messages WhatsApp dans un groupe avec mon cousin, ce cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans et qui m'appelle maintenant criminel en lettres majuscules. Les mains tremblent pendant que je tape ça. Pas de peur. D'adrénaline pure. Dehors, la sonnette retentit. Retentit encore. J'entends Florence répondre à la porte. J'entends des voix que je reconnais, l'une d'elles est mon oncle. Il est dans mon cabinet. Là, maintenant. En train de demander à mon associé des informations sur mes mouvements, sur mes accès au système, comme si j'étais vraiment une criminelle. Mon téléphone sonne. C'est elle. Ma mère. 3e fois en 20 minutes. Je ne décroche pas. Parce que si je décroche maintenant, je vais entendre encore, toujours encore, que je l'ai trahi. Qu'aucune fille ne fait ça. Que mon père avait raison. Et je vais le croire. Ou je ne vais pas le croire. Et je ne sais pas laquelle des 2 options est la plus dangereuse. Qu'est-ce que vous feriez maintenant? Répondez-moi. Parce que je suis là assise dans cette salle de bain froide, à regarder mon téléphone vibrer comme un insecte piégé dans un verre, et je ne sais pas si j'ai accompli la justice ou commis un crime. Si je me suis protégée ou si j'ai détruit ma mère. Si je suis une fille qui s'est défendue ou une méchante qui a fabriqué des preuves. Parce qu'elle n'avait pas tort quand elle a dit que je suis froide. Il fait trop froid ici. Il fait froid à l'intérieur de moi aussi. Et ce que je devrais ressentir, du regret, du doute, une vraie peur ne vient pas. Il ne vient que le froid. Et la question à laquelle vous devez répondre pour moi. Qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez que l'amour de votre mère était un mensonge? Si vous réalisiez que tout ce qu'elle vous a réclamé n'était que pour avoir de quoi creuser? Vous signeriez ces papiers? Vous laisseriez qu'on vous vole aussi? Ou vous feriez exactement ce que j'ai fait?
parce que la porte de la salle de bain tremble. Quelqu'un frappe. Et moi, dans 5 secondes, je vais sortir d'ici. Je vais tourner la poignée. Je vais affronter tout ce qui vient après. Mais avant, je veux savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous croyez que je suis?